Chaque samedi, mon mari emmenait notre fille à ses cours de piano, jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il n'y avait jamais eu de professeur. La vérité était bien plus douloureuse que tout ce que j'aurais pu imaginer. Bonjour mes chers amis, je suis Mamie Geneviève, j'ai 78 ans aujourd'hui, mais cette histoire que je vais vous raconter s'est passée quand j'avais seulement 39 ans, en 1964. Avant de commencer, j'aimerais vous demander, vous qui me regardez en ce moment, de laisser un pouce bleu sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Histoire Grand-Mère et de me dire en commentaire d'où vous regardez. Cela m'aide beaucoup à continuer de partager mes histoires de vie avec vous. Je suis née dans un petit village de Provence, à une époque où les femmes étaient élevées pour être épouses et mères, rien de plus. Je me suis mariée à 20 ans avec Auguste, un homme que tout le monde au village considérait comme un bon parti. Il avait un emploi stable comme comptable à la seule banque du canton, venait d'une famille respectée et allait à la messe tous les dimanches. À l'époque, je pensais avoir gagné à la loterie de la vie. Les premières années de notre mariage, nous avons essayé d'avoir des enfants sans succès. J'ai fait des promesses à Notre-Dame, j'ai bu des tisanes prescrites par les vieilles dames du village, j'ai consulté des médecins à Marseille. Rien n'y faisait. Après 5 ans d'essai, les médecins m'ont dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Je me souviens avoir pleuré pendant des semaines. À cette époque, une femme sans enfant était vue comme incomplète, et certaines personnes chuchotaient même que c'était une raison suffisante pour qu'Auguste me quitte. Mais c'est alors qu'un miracle s'est produit dans nos vies. Ma meilleure amie depuis l'enfance, Héloïse, est apparue à notre porte par une nuit pluvieuse de juillet. Cela faisait presque 1 an que nous ne nous étions pas vus, car elle avait déménagé à Paris pour chercher du travail comme secrétaire. Cette nuit-là, elle est arrivée avec un ventre de 6 mois et des larmes dans les yeux. Héloïse m'a raconté qu'elle s'était liée avec un homme marié à Paris qui avait promis de quitter sa femme, mais qui avait disparu dès qu'il avait appris la grossesse. Elle était désespérée, sans moyen d'élever l'enfant seule et terrifiée à l'idée du jugement si elle retournait chez ses parents avec un enfant sans père. C'est alors qu'Auguste, de façon surprenante, fit une proposition qui semblait venir du ciel. « Pourquoi ne garderions-nous pas le bébé ? Geneviève a toujours voulu être mère et personne n'aurait besoin de savoir que ce n'est pas notre enfant de sang. » Héloïse hésita au début, mais finit par accepter. Elle resterait avec nous jusqu'à la naissance du bébé, puis reprendrait sa vie avec la condition que l'enfant ne sache jamais la vérité. En échange, nous aiderions financièrement Héloïse à recommencer dans une autre ville. 3 mois plus tard naquit Sylvie, la plus belle petite fille que j'ai jamais vue. La peau claire, de petits yeux noisettes et un sourire qui illuminait toute la pièce. Dès le premier instant où je l'ai tenue dans mes bras, j'ai su qu'elle était ma fille dans mon cœur, même si elle ne venait pas de mon ventre. Nous avons inventé une histoire pour les voisins et la famille. J'avais caché ma grossesse par peur d'une nouvelle déception et Héloïse était venue aider pour l'accouchement. Personne n'a posé de questions, peut-être par politesse, peut-être parce qu'il voulait y croire. 2 semaines plus tard, Héloïse nous a fait ses adieux, les larmes aux yeux, promettant de rendre visite occasionnellement, mais en gardant suffisamment de distance pour ne pas éveiller les soupçons. Les 7 premières années avec Sylvie furent les plus heureuses de ma vie. Elle a grandi en bonne santé, vive, pleine d'énergie. Auguste était un père affectueux, bien qu'il passât beaucoup de temps hors de la maison à cause du travail. Je me consacrais entièrement à la petite. Je cousais ses robes, je tressais ses cheveux, je lui racontais des histoires avant de dormir. Sylvie était tout ce dont j'avais toujours rêvé. Quand elle eut 7 ans, Auguste décida qu'il était temps de donner des cours de piano à notre fille. « Toute jeune fille de bonne famille doit savoir jouer d'un instrument », disait-il. J'ai accepté immédiatement, imaginant comme ce serait beau d'entendre de la musique jouée par ma propre fille pendant les après-midi du dimanche. C'est là que commença l'étrange rituel des samedis. Auguste insista pour trouver personnellement une professeure qui, selon lui, était très stricte mais la meilleure de la région. La professeure Thérèse n'accepte qu'un élève à la fois et n'aime pas les interférences, expliquait-il. Ainsi, chaque samedi après le déjeuner, Auguste emmenait Sylvie à ses fameux cours et il ne revenait qu'en fin d'après-midi. Les premières semaines, je demandais avec enthousiasme à Sylvie ce qu'elle apprenait. Les réponses étaient toujours vagues.
Aujourd'hui, j'ai appris les notes. Aujourd'hui, j'ai joué un petit morceau. Quand je lui demandais de me montrer, Sylvie regardait son père comme si elle demandait la permission, et il intervenait aussitôt. Elle apprend encore, Geneviève. Ne mets pas la pression à la petite. Après 3 mois de cours, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sylvie ne montrait aucun progrès au piano. Pire, quand j'ai acheté un petit clavier pour qu'elle s'exerce à la maison, j'ai remarqué que la petite savait à peine positionner correctement ses doigts. Quand j'ai interrogé Auguste, il s'est irrité. Chaque professeur a sa méthode. N'interfère pas, tu vas gêner son apprentissage. J'ai commencé à demander de les accompagner au cours. Je voulais rencontrer la fameuse professeure Thérèse. Auguste avait toujours une excuse. La professeure est très stricte et n'aime pas avoir de public. Tu vas rendre la petite nerveuse. C'est mieux pour son développement qu'elle ait ce moment rien qu'à elle. Après tant d'insistance, il finit par dire « Geneviève, arrête avec ça. On dirait que tu ne me fais pas confiance. » Et j'ai arrêté. Après tout, quelle raison aurais-je de me méfier de mon mari? C'était un homme respectable, travailleur, un père dévoué. Mais quelque chose continuait à me tracasser. Un jour, en rangeant la chambre de Sylvie, j'ai trouvé une petite broche dorée avec la lettre E cachée dans le tiroir à chaussettes. « D'où vient ça, ma chérie ?» ai-je demandé quand elle est rentrée de l'école. Sylvie est devenue visiblement nerveuse et a répondu « La professeure de piano me l'a donnée. C'est un secret. » Cette broche a allumé une alarme en moi. Quel professeur donne des cadeaux secrets à une élève? Pourquoi serait-ce un secret? Et pourquoi une broche avec la lettre E si la professeure s'appelait Thérèse? J'ai commencé à faire plus attention aux détails que Sylvie laissait échapper sur les samedis. Elle mentionnait une maison avec des rideaux jaunes et beaucoup de fleurs dans le jardin. Elle parlait de petits gâteaux à la cannelle qu'elle mangeait après les cours. Une fois, elle a laissé échapper que la professeure avait un petit chat blanc appelé Neige. De petits détails que je gardais comme les pièces d'un puzzle que je n'arrivais pas à assembler. La situation s'est aggravée quand, après presque 1 an de cours, j'ai surpris Sylvie en train de chantonner une chanson en dessinant. « Qui t'a appris cette chanson, ma chérie ?» ai-je demandé. Et elle a répondu naturellement « Maman piano ». J'ai senti mon cœur se glacer. « Maman piano ? Tu n'as pas cours avec la professeure Thérèse ?» Sylvie a écarquillé les yeux, réalisant qu'elle avait dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû et a rapidement changé de sujet. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. L'expression « maman piano » résonnait dans ma tête comme un glas. Auguste dormait tranquillement à côté de moi, sans imaginer la tempête qui se formait en moi. Le lendemain matin, pendant qu'Auguste prenait sa douche, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai fouillé son portefeuille. Entre les cartes et les billets, j'ai trouvé un petit papier plié. C'était un reçu d'une bijouterie au nom d'Héloïse Duchamp, daté de 3 mois plus tôt. Mon amie Héloïse, qui était censée avoir déménagé en Bretagne juste après nous avoir confié Sylvie. Les pièces commençaient à s'assembler, formant une image que je ne voulais pas voir. Et alors, le samedi suivant, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai dit à Auguste que j'allais rendre visite à ma cousine malade dans le village voisin et que je ne rentrerais que le soir. Dès qu'ils sont partis pour le cours de piano, j'ai mis ma plus belle robe, j'ai mis un foulard sur ma tête pour me déguiser et je l'ai suivi à distance. Auguste et Sylvie ont pris le bus vers l'autre côté de la ville. Je suis descendue au même arrêt qu'eux et je l'ai suivi pendant environ 10 minutes jusqu'à une maison jaune avec un jardin fleuri devant, exactement comme Sylvie l'avait décrit. Je les ai vus sonner à la porte et être accueillis par une femme aux cheveux longs. Mon cœur a raté un battement quand j'ai reconnu Héloïse, ma meilleure amie, censée avoir déménagé loin depuis des années. Je me suis approchée prudemment et je me suis cachée derrière un arbre près de la fenêtre du salon. Ce que j'ai vu à travers les vitres embuées a détruit le monde que je connaissais. Héloïse serrait Sylvie dans ses bras, avec l'intimité d'une mère, tandis qu'Auguste les regardait en souriant. Tous les 3 ressemblaient à une famille parfaite, comme si je n'avais jamais existé. C'est alors que j'ai vu Auguste s'approcher d'Héloïse et l'embrasser sur les lèvres. Pas comme un ami, pas comme un ancien amant, mais comme un homme qui embrasse la femme qu'il aime tous les jours. C'était comme si le sol disparaissait sous mes pieds. L'air m'a manqué, mes jambes ont faibli.
J'ai dû m'appuyer contre l'arbre pour ne pas tomber. Là était la vérité que je craignais de découvrir. Il n'y avait pas de professeur de piano. Il n'y en avait jamais eu. Les samedis, c'était quand mon mari emmenait ma fille voir sa vraie mère biologique, ma soi-disant meilleure amie, avec qui il entretenait une relation dans mon dos. À ce moment-là, les larmes qui coulaient sur mon visage n'étaient pas seulement de tristesse, mais d'une colère profonde que je n'avais jamais ressentie. Des années de mensonges, de trahisons et de manipulations défilaient dans mon esprit comme les scènes d'un film terrible. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment n'ai-je pas vu les signes? J'aurais pu partir, rentrer à la maison et faire comme si je ne savais rien jusqu'à ce que je décide quoi faire. Cela aurait été plus prudent. Mais quelque chose en moi, peut-être le dernier vestige de ma dignité, m'a poussé à faire ce que j'ai fait ensuite. J'ai ouvert le portail de cette maison jaune sans frapper. Mes pas étaient fermes, bien que mon cœur fût en miettes. Quand j'ai tourné la poignée de la porte d'entrée et suis entré dans le salon, 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi dans un choc absolu. Sylvie a souri un instant, confuse, avant de réaliser que quelque chose n'allait pas. Auguste a fait tomber la tasse qu'il tenait, tachant le tapis clair de café. Héloïse a porté les mains à sa bouche, son visage pâle comme la cire. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sylvie a couru m'embrasser, innocente de toute la tempête qui était sur le point de s'abattre. J'ai serré ma fille fort, comme si je pouvais la protéger de ce qui allait suivre. « Geneviève, nous pouvons expliquer, » commença Auguste, sa voix tremblante. Je n'avais jamais vu mon mari, toujours si sûr de lui, paraître si petit. « Expliquer quoi, Auguste? Les cours de piano ?» Ma voix est sortie plus ferme que je ne m'y attendais. « Ou tu vas me dire qu'Héloïse est la fameuse professeure Thérèse? Quelle coïncidence de la trouver ici, après tant d'années censées habiter en Bretagne. » Héloïse ne pouvait pas me regarder en face. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle écartait une mèche de cheveux de son visage. Le même geste nerveux que je connaissais depuis notre enfance. « Sylvie, ma chérie, » dit-elle finalement, « va dans la chambre du fond un moment. Les adultes doivent parler. »« Mais maman piano, je veux rester avec maman Geneviève, » protesta Sylvie, s'accrochant à ma jupe. Ces mots, maman piano, ont résonné dans la pièce comme un aveu. « Va, mon amour, » dis-je doucement à Sylvie, embrassant le dessus de sa tête. « Nous parlerons bientôt, je te le promets. » J'ai regardé ma fille sortir du salon à contre-cœur, se retournant plusieurs fois, comme si elle pressentait que rien ne serait plus comme avant après cet après-midi. Quand j'ai entendu la porte de la chambre se fermer, je me suis tournée vers eux deux. J'attends. Depuis combien de temps ça dure? Depuis le début? Tout était planifié? Auguste essaya de s'approcher, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. N'ose même pas me toucher. Geneviève, s'il te plaît, calme-toi. Héloïse trouva enfin le courage de parler. Me calmer? Je viens de découvrir que mon mari et ma meilleure amie me trompent depuis combien de temps? 7 ans? 8? Toute la vie de Sylvie? Ma voix commençait à monter et j'ai dû faire un effort immense pour ne pas crier. Je ne voulais pas que Sylvie entende. Auguste s'est assis, passant les mains sur son visage. Ce n'était pas planifié, du moins pas au début. Alors expliquez-moi, je veux tout savoir, chaque détail de cette farce. J'ai croisé les bras, me préparant à ce qui allait venir. Une partie de moi savait déjà, mais j'avais besoin de l'entendre de leur bouche. Ce fut Héloïse qui commença à parler, sa voix presque un murmure. « Auguste et moi nous sommes liés avant qu'il ne te connaisse, Geneviève. Nous étions jeunes. C'était une romance d'été quand il a visité mon village. Après, il est rentré chez lui, t'a rencontré et a continué sa vie. » Mensonge. Le mot est sorti comme une sentence. Vous vous êtes rencontrés à mon mariage. C'est moi qui vous ai présenté. Les deux ont échangé des regards et j'ai vu la culpabilité inscrite sur leur visage. Nous avons fait semblant de ne pas nous connaître, avoua Auguste. Nous avions peur de ta réaction si tu savais que nous avions été ensemble avant. Continue, ai-je exigé, sentant chaque mot comme un coup de poignard. Nous nous sommes retrouvés par hasard 3 ans après votre mariage, quand Auguste est venu à Paris pour affaires, continua Héloïse. Je traversais un moment difficile, j'avais perdu mon emploi, j'étais seule, et ton mari, toujours si généreux, m'a offert du réconfort. Mon sarcasme était tranchant. C'était mal.
Nous le savons. Auguste eut l'audace de paraître repentant. Ça aurait dû se terminer là, une erreur d'une nuit. Mais ça ne s'est pas terminé, ai-je complété. Ça a continué. Pendant combien de temps avant Sylvie? Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Des années. Ça avait été des années de rencontres secrètes, de mensonges, de trahisons. Pendant que je souffrais de ne pas pouvoir tomber enceinte, culpabilisant mon propre corps, priant pour un miracle, ils entretenaient une liaison. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, reprit Héloïse, des larmes coulant sur son visage, j'ai paniqué. Je ne pouvais pas élever un enfant seul. Mes parents m'auraient renié. J'allais perdre le peu que j'avais construit. C'est alors que j'ai eu l'idée. Auguste prit le relais. Tu voulais tellement un enfant, Geneviève, et Héloïse était désespérée. Ça semblait la solution parfaite. Tu aurais la fille dont tu avais toujours rêvé. Héloïse pourrait recommencer sa vie. Et toi? Il hésita. Et toi, tu aurais les 2 femmes de ta vie, n'est-ce pas? Ai-je complété. Amère. L'épouse dévouée élevant ta fille et la maîtresse attendant tes visites hebdomadaires. Comme c'était pratique pour toi, Auguste. Ce n'était pas tout à fait comme ça, protesta Héloïse. Au début, j'avais vraiment l'intention de m'éloigner. J'ai confié Sylvie à vous avec l'intention de la laisser avoir une vie meilleure que ce que je pouvais lui offrir. Mais tu ne t'es pas éloignée, ai-je accusé. Pas un seul jour. Elle a baissé les yeux. Je n'ai pas pu. Après la naissance de Sylvie, comment pouvais-je l'abandonner complètement? Auguste a suggéré que je déménage près d'ici, discrètement. Il a dit qu'il trouverait un moyen de l'amener me voir. Les cours de piano, ai-je murmuré, les pièces s'assemblant avec une douloureuse clarté. Un mensonge si élaboré, si cruel. Comment avez-vous pu me faire ça? Comment avez-vous pu faire ça à Sylvie? Créer toute cette farce? Nous voulions te protéger. Auguste eut l'audace de dire. Tu avais déjà tant souffert de ne pas pouvoir avoir d'enfant. J'avais peur que si tu apprenais la vérité, tu perdes aussi Sylvie. J'ai ri sèchement, sans humour. Me protéger? Non, Auguste, tu as voulu te protéger toi-même, ta réputation, ta vie confortable avec une épouse qui s'occupait de la maison et de l'enfant pendant que tu t'amusais avec ta maîtresse les week-ends. Ce n'est pas juste de présenter les choses ainsi, intervint Héloïse. Auguste aime Sylvie, il a toujours été un bon père. Un bon père? Ma voix tremblait d'indignation. Un bon père ne ment pas à sa fille, il ne lui fait pas vivre une vie de secret. Et toi, Héloïse, quel genre de mère permet que sa fille l'appelle « maman piano » en cachette? Avez-vous pensé à ce que ça ferait à son esprit, à la confusion que ça causerait? Le silence qui suivit fut oppressant. Sur les murs du salon, j'ai vu des photos que je n'aurais jamais dû voir. Sylvie avec Héloïse à différents âges, bébé à 2 ans, 3, 4, toute une chronologie secrète de la vie de ma fille que j'ignorais complètement. Pourquoi ne m'as-tu pas quitté? Ai-je finalement demandé à Auguste. Si tu aimais Héloïse, pourquoi n'as-tu pas simplement demandé le divorce et continué ta vie avec elle et votre fille? Il a détourné le regard, incapable de me faire face. Le scandale aurait ruiné ma carrière. Un homme divorcé à cette époque? Et puis je ne pouvais pas t'abandonner comme ça, après tout ce que j'avais promis. Comme c'est noble de ta part, ai-je répondu avec amertume. Tu as préféré me tromper pendant des années plutôt que d'affronter les conséquences de tes actes. C'est alors que j'ai entendu un sanglot venant de la porte. Sylvie était là, le visage baigné de larmes, serrant son ours en peluche préféré. « Vous vous disputez à cause de moi ?» demanda sa petite voix tremblante. Mon cœur s'est brisé à cet instant. « Non, mon amour, » ai-je répondu, ouvrant les bras pour elle. « Jamais à cause de toi. » Elle a couru vers moi et je l'ai serrée de toutes mes forces. « Je ne comprends pas, » sanglota-t-elle contre mon épaule. « Pourquoi maman piano ne peut pas être ma maman aussi? Pourquoi on doit se cacher? J'ai fait quelque chose de mal ?» Ces questions innocentes sont tombées comme un jugement sur nous trois. Aucun adulte dans cette pièce n'avait de réponse qui ne sonne pas comme l'aveu d'un crime contre cet enfant. « Tu n'as rien fait de mal, Sylvie, » ai-je assuré, écartant les cheveux de son visage mouillé. « Ce sont les adultes qui font des erreurs, pas les enfants. » J'ai regardé Auguste et Héloïse en parlant. Et parfois ces erreurs blessent des personnes que nous aimons, même quand nous ne le voulons pas.
Héloïse s'est approchée hésitante, les yeux suppliants. « Geneviève, je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais s'il te plaît, pense à Sylvie maintenant. Elle ne peut pas payer pour nos erreurs. »« Comment oses-tu » ai-je répondu, ma voix basse mais ferme. « Après tout ça, tu essaies encore de me dire comment je dois agir ? Toi qui t'es présenté à ma porte enceinte, implorant de l'aide tout en cachant que tu portais la fille de mon mari ? La situation a échappé à tout contrôle, intervint Auguste. Personne n'avait prévu de te blesser, Geneviève. Non ? Et qu'est-ce que vous attendiez qu'il arrive quand Sylvie grandirait ? Qu'elle continue à croire à la professeure de piano pour toujours ? Ou vous prévoyez de me remplacer complètement un jour ? La douleur a cédé la place à la clarté. Combien de fois avez-vous envisagé de me prendre, Sylvie, Auguste ? Sois honnête au moins une fois dans ta vie. Son silence fut la réponse la plus sincère que j'ai reçue cet après-midi-là. J'ai posé Sylvie doucement sur le canapé et me suis levée. Je rentre à la maison maintenant et j'emmène ma fille avec moi. Tu ne peux pas faire ça, protesta Héloïse, la panique évidente dans sa voix. C'est ma fille biologique. Et qui s'est occupé d'elle ces 7 dernières années, jour et nuit ? Qui est resté éveillé quand elle avait de la fièvre ? Qui lui a appris chaque lettre, chaque nombre ? Ma voix ne s'est pas élevée, mais chaque mot portait le poids d'années de vraie maternité. Tu as choisi d'être maman piano, Héloïse. Une visite du samedi, sans responsabilité, juste la partie amusante. Moi, je suis sa mère tous les jours. Auguste s'est interposé entre nous. Calmons-nous tous, nous devons penser au bien de Sylvie. C'est exactement à ça que je pense, ai-je répondu. Au bien d'une enfant qui a été forcée de vivre un mensonge à cause d'adultes égoïstes. Sylvie regardait de l'un à l'autre, confuse et effrayée. Son petit monde s'effondrait devant ses yeux et ce n'était pas sa faute. « Viens, mon amour. » J'ai tendu la main vers elle. « Rentrons à la maison. » À mon soulagement, elle est venue sans hésiter, sa petite main serrant fort la mienne. Alors que nous marchions vers la porte, je me suis retournée une dernière fois vers les deux. Ce n'est pas fini. Vous m'avez volé des années de ma vie avec vos mensonges. Je ne vous laisserai pas voler le reste. Quand nous sommes sortis de cette maison jaune, le soleil commençait déjà à se coucher, peignant le ciel de tons rouges intenses. Cela semblait approprié, un jour qui s'achève tout comme la vie que je connaissais. Sur le chemin du retour, Sylvie a posé des milliers de questions auxquelles je ne savais pas comment répondre. Comment expliquer la trahison et le mensonge à une enfant de 7 ans ? Comment dire que son père et sa maman piano avaient conspiré pour tromper la personne qu'elle appelait maman tous les jours ? Pourquoi tu pleures, maman ? A-t-elle demandé quand nous étions dans le bus ? Parce que parfois la vérité fait mal, mon amour, ai-je répondu sincèrement. Mais c'est toujours mieux que de vivre dans un mensonge, même quand ça fait mal. Cette nuit-là, j'ai couché Sylvie comme je le faisais toujours. Je lui ai lu son histoire préférée. J'ai chanté la berceuse qu'elle aimait depuis qu'elle était bébé et je suis restée à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis, je me suis assise dans le salon obscur, attendant le retour d'Auguste. Quand la porte s'est enfin ouverte, des heures plus tard, j'étais calme. La tempête d'émotions avait cédé la place à une résolution ferme. Je savais exactement ce que je devais faire. Auguste est entré dans notre maison après minuit. Il m'a trouvée assise dans le fauteuil du salon, avec seulement la faible lumière de la lampe éclairant la pièce. Ses yeux étaient rouges, sa veste froissée, sa cravate absente. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en cette seule journée. « Où est Sylvie ?» fut la première chose qu'il demanda. « Elle dort », ai-je répondu sèchement. « Dans sa chambre, dans sa maison, avec sa mère, la seule qu'elle connaisse vraiment. » Il a desserré le col de sa chemise comme s'il étouffait. « Geneviève, nous devons parler. »« Maintenant tu veux parler ? Après 8 ans de mensonges ?» J'ai gardé ma voix basse, contrôlée. « Assieds-toi, Auguste. Cette fois, c'est moi qui vais parler. » Il a obéi, s'effondrant dans le canapé comme un homme vaincu. « Je veux le divorce, » ai-je dit directement, sans détour. « Et la garde de Sylvie. » « Tu ne peux pas être sérieuse. » Il a secoué la tête. « Un divorce ? Tu sais ce que ça signifie pour une femme de ton âge dans cette ville ? Le scandale, les commérages ? Tu préfères que je reste mariée à un homme qui m'a trompée avec ma meilleure amie, qui m'a utilisée pour élever sa fille pendant qu'il entretenait une liaison avec la mère biologique de l'enfant ? Je me suis penchée en avant.
Qu'est-ce que ça peut me faire, ce qu'ils vont dire, Auguste? J'ai déjà vécu 7 ans de mensonges. Je ne vivrai pas un jour de plus. Et Sylvie, elle est ma fille. Il argumenta, la voix montant légèrement. Baisse la voix, ai-je averti. Et oui, elle est ta fille biologique. Je ne nierai jamais ça. Mais c'est moi qu'elle appelle maman tous les jours, pas la maman piano des samedis. Héloïse a des droits. Héloïse a renoncé à ses droits au moment où elle a mis Sylvie dans mes bras et a disparu soi-disant pour toujours, ai-je coupé. Elle a choisi d'être une visiteuse dans la vie de sa propre fille. J'ai choisi d'être mère tous les jours, à chaque instant. Auguste s'est levé, passant les mains dans ses cheveux grisonnants. Ce ne sera pas si simple, Geneviève. Légalement, Héloïse est la mère biologique. Je suis le père. Sur le papier, Sylvie est notre fille, pas la tienne. J'ai senti un frisson dans le dos. C'était vrai. Sur l'acte de naissance falsifié, j'apparaissais comme mère, mais c'était basé sur des mensonges. Si Héloïse révélait la vérité... « Tu me menaces, Auguste ?» ai-je demandé, gardant mon calme malgré la peur qui grandissait en moi. « Je suis réaliste, » répondit-il. « Un divorce avec scandale ne fera de bien à personne, surtout pas à Sylvie. Pense à elle. » C'est uniquement à elle que je pense. Je me suis levé aussi, lui faisant face. Et c'est pour elle que je suis prête à me battre, même contre toi et Héloïse. Il s'est approché, essayant de prendre mes mains. J'ai reculé comme si son contact pouvait me brûler. « Nous pouvons résoudre ça autrement, » suggéra-t-il, la voix soudain douce. « Un arrangement qui profite à tout le monde. » « Quel genre d'arrangement ?» ai-je demandé, méfiante. « Nous restons mariés, au moins officiellement. Tu gardes ta position, ta maison, ta vie. Sylvie reste avec toi pendant la semaine. Les week-ends, elle est avec moi et Héloïse. » J'ai senti le sang bouillir dans mes veines. « Tu me demandes de continuer à vivre un mensonge? De faire semblant d'être une famille normale pendant que tu partages ta vie entre 2 maisons? Je te demande de penser à Sylvie, insista-t-il. Un divorce la traumatiserait. Elle est déjà confuse avec tout ce qu'elle a découvert aujourd'hui. C'est ta faute, Auguste, la tienne et celle d'Héloïse. Vous avez créé cette situation, pas moi. Il soupira profondément. Si tu insistes pour le divorce et la garde exclusive, nous nous battrons en justice. Et tu sais qu'un juge donnera difficilement raison à une femme qui n'est pas la mère biologique de l'enfant. Là était la menace, claire comme le jour. Auguste utiliserait toutes les ressources pour m'éloigner de Sylvie si je n'acceptais pas ses conditions. Le pire, c'est qu'il avait raison. Dans les années 1960, les lois favorisaient complètement les hommes et les mères biologiques. Comment moi, une femme sans enfant de sang, pourrais-je gagner cette bataille? Mais quelque chose avait changé en moi ce jour-là. La Geneviève soumise et confiante, qui croyait aveuglément en son mari et acceptait sa place silencieuse dans le monde, était morte dans le salon de cette maison jaune. « Fais ce que tu crois devoir faire, Auguste, » ai-je répondu, nous surprenant tous les deux par la fermeté de ma voix. Je ferai de même. Le lendemain matin, pendant qu'Auguste dormait encore sur le canapé, j'avais refusé de partager le lit avec lui, j'ai passé 2 appels importants. Le premier fut pour ma tante Marguerite, qui vivait à Lyon et m'avait toujours soutenue en tout. Le second fut pour Maître Duval, un avocat ami de mon défunt père. 3 jours plus tard, sans prévenir Auguste, j'ai pris mes économies cachées, une leçon que j'avais apprise de ma grand-mère. Une femme doit avoir son propre argent caché, là où le mari ne peut pas l'atteindre. Quelques vêtements, les documents importants, et je suis partie avec Sylvie pour Lyon. J'ai laissé seulement une lettre expliquant que je ne fuyais pas, mais me préparais pour la bataille à venir. Quand nous sommes arrivés chez tante Marguerite, Sylvie était confuse et effrayée. « Pourquoi on est parti sans papa ?» demandait-elle sans cesse. J'ai essayé d'expliquer simplement, sans dénigrer Auguste. Malgré tout, il était son père. « Papa et maman ont besoin d'un temps séparé, mon amour. Mais vous vous verrez bientôt, je te le promets. » Le lendemain, j'ai rencontré Maître Duval dans son cabinet au centre-ville. C'était un monsieur aux cheveux blancs et au regard bienveillant qui avait connu mon père à la faculté de droit qu'il n'avait jamais terminé. « Votre situation est compliquée, Geneviève, » dit-il après avoir écouté toute l'histoire. « La loi donne la priorité aux mères biologiques.
Et les pères ont encore plus de droits que les mères dans de nombreux cas. De plus, vous êtes marié au père biologique, ce qui rend tout plus complexe. Y a-t-il une chance ? Ai-je demandé, sentant un nœud dans ma gorge. Il ajusta ses lunettes, pensif. Peut-être. Si nous pouvons prouver que vous avez été trompé depuis le début, que vous avez élevé la petite comme votre fille pendant toutes ces années avec le consentement de la mère biologique et que votre foyer est le meilleur environnement pour elle, peut-être obtiendrons-nous au moins la garde partagée. Ce n'était pas ce que j'espérais entendre, mais c'était un début. Je ferai tout ce qu'il faut, maître Duval. Cette petite fille est ma vie. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour qu'Auguste me retrouve. 2 jours plus tard, il est apparu à la porte de tante Marguerite, accompagné d'un huissier et d'un document exigeant le retour immédiat de Sylvie à la maison. Mon cœur s'est presque arrêté quand j'ai vu le papier officiel, ma plus grande peur devenant réalité. « Tu ne peux pas simplement emmener ma fille comme ça », dit-il, ignorant complètement ma tante qui observait tout depuis la porte avec une expression inquiète. « Ta fille ?» ai-je répondu, essayant de garder mon calme devant l'huissier. « La même que tu as fait croire qu'elle avait des cours de piano les samedis, alors qu'en réalité, tu l'emmenais voir ta maîtresse ?» J'ai vu l'huissier hausser les sourcils, visiblement mal à l'aise. « C'est une affaire privée que nous discuterons plus tard », siffla Auguste entre ses dents. « Maintenant, soit tu me remets Sylvie, soit je serai obligé de demander une intervention légale. » À ce moment-là, j'ai entendu la voix de Sylvie venant du couloir. « Papa, tu es venu nous chercher. » Elle a couru dans ses bras et mon cœur s'est serré en voyant la joie sincère sur son visage. Malgré tout, elle aimait son père. Auguste l'a serrée, me lançant un regard victorieux par-dessus la tête de la petite. « Oui, ma princesse, je suis venu te ramener à la maison. »« Maman vient aussi ?» demanda innocemment Sylvie, regardant de l'un à l'autre. J'ai vu l'hésitation sur le visage d'Auguste. Il ne voulait pas être le méchant de l'histoire, pas devant elle. Ça dépend de maman, ma chérie. Avant que je puisse répondre, Maître Duval est apparu à mes côtés, comme s'il avait été convoqué par une force mystérieuse. En réalité, ma tante Marguerite l'avait appelé dès qu'Auguste était arrivé. « Monsieur l'huissier », s'adressa-t-il à l'homme en uniforme. « Je crois que nous sommes face à une situation délicate qui exige de la considération pour le bien-être de la mineure. Madame Geneviève n'empêche pas le contact entre père et fille, elle demande simplement quelques jours pour organiser une transition appropriée après des circonstances familiales compliquées. » L'huissier parut soulagé d'avoir un intermédiaire raisonnable. « Si les 2 parties acceptent un arrangement temporaire jusqu'à ce que la situation soit formalisée judiciairement ?»« Absolument pas, » coupa Auguste. « J'ai un ordre. »« Qui peut être contesté immédiatement ?» compléta Maître Duval, sa voix calme mais ferme. Compte tenu des allégations que ma cliente peut présenter sur les circonstances qui ont conduit à cette situation, il serait peut-être dans l'intérêt de monsieur de considérer une approche moins conflictuelle. J'ai vu le doute passer sur le visage d'Auguste. Il ne s'attendait pas à rencontrer une résistance légale si rapidement. Pendant les 2 semaines suivantes, nous avons vécu dans un limbe douloureux. Sur les conseils de Maître Duval, je suis retourné dans notre ville avec Sylvie, mais pas dans notre maison. Je suis resté chez ma cousine Léonie pendant qu'Auguste restait dans notre résidence. Nous avons établi un accord temporaire. Sylvie restait avec moi pendant la semaine et avec Auguste les week-ends, avec la condition expresse qu'Héloïse ne soit pas présente lors de ces rencontres. Une exigence que j'ai tenu à inclure et qu'Auguste a acceptée, étonnamment. Pendant ce temps, la bataille judiciaire commençait en coulisses. Maître Duval rassemblait des preuves de mon rôle de mère au fil des années. Photographies, carnets scolaires signés par moi, témoignages de voisins et d'enseignants. Auguste, de son côté, engagea l'un des avocats les plus chers de la région. C'est pendant cette période que j'ai reçu une visite inattendue. J'étais seule à la maison. Sylvie était sortie avec ma cousine acheter des fournitures scolaires, quand on a frappé à la porte. J'ai ouvert et me suis trouvée face à Héloïse, pâle et visiblement nerveuse. Ma première impulsion fut de lui fermer la porte au nez, mais quelque chose m'a retenue. Peut-être la curiosité, peut-être le besoin d'affronter en face la femme qui avait aidé à détruire ma vie. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle à voix basse. « S'il te plaît, Geneviève, nous devons parler. » À contre-cœur, je l'ai laissée passer. Elle est entrée hésitante, comme si elle marchait en territoire ennemi, et en effet, elle l'était.
Sois brève, ai-je dit, indiquant la chaise la plus simple du salon. Je n'ai pas offert de café. Je suis venue demander, non, supplier, que tu reconsidères ce procès. Elle commença, tordant ses mains sur ses genoux. Pour le bien de Sylvie. Le bien de Sylvie est exactement ce qui me motive, ai-je répondu froidement. Elle a besoin de son père et de sa mère, insista Héloïse. Je suis tout à fait d'accord, et je suis sa mère. Héloïse respira profondément comme si elle cherchait du courage. Je sais que rien ne justifie ce que nous avons fait. C'était mal, cruel même. Mais Sylvie est aussi ma fille, Geneviève. Je l'ai portée pendant 9 mois, je l'ai sentie grandir en moi. Et ensuite, tu l'as donnée à une autre pour l'élever, ai-je complété. Et tout en te contentant d'être la maman piano des samedis, la partie amusante, sans responsabilité. Ce n'était pas comme ça, protesta-t-elle, des larmes naissant dans ses yeux. C'était la seule façon que j'ai trouvée de rester dans sa vie sans détruire la tienne. Quelle considération touchante, ai-je répondu avec ironie. Moss, et pendant toutes ces années, alors que je te faisais confiance comme amie, alors que je te considérais pratiquement comme une sœur, tu couchais avec mon mari et planifiais comment me tromper. Elle a baissé la tête, incapable de nier. « J'aime Auguste », murmura-t-elle. « Je l'ai toujours aimé, depuis avant que tu le connaisses. Et c'est pour ça que tu avais le droit de faire ce que tu as fait. L'amour justifie la trahison, le mensonge ? Non, répondit-elle simplement. Rien ne le justifie. J'essaie juste d'expliquer, pas de défendre. Nous sommes restés en silence quelques instants. Par la fenêtre, on voyait le ciel chargé de nuages sombres, annonçant l'orage. Un reflet parfait de ce qui se passait dans cette pièce. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Héloïse ?» ai-je finalement demandé. « Que j'abandonne la garde ? Que je te permette de former la famille parfaite avec Auguste et Sylvie pendant que je regarde de loin ? » « Je veux proposer un accord, » répondit-elle, essuyant ses larmes. « Sans tribunaux, sans scandale qui pourrait m'en blesser Sylvie encore plus. Quel genre d'accord ? Garde partagée. Tu continues d'être la mère principale de Sylvie, celle avec qui elle vit la plupart du temps. Les week-ends, elle est avec Auguste et moi. Moi, je pourrais la voir seulement occasionnellement, toujours avec ton consentement. Je l'ai observée attentivement, cherchant la tromperie derrière la proposition. Pourquoi ferais-tu ça ? Pourquoi renoncerais-tu à ta fille biologique ainsi ? Héloïse hésita, mordant sa lèvre inférieure. Parce que je sais que je ne mérite pas d'être sa mère. Pas comme toi. Et parce que... Elle hésita à nouveau. Auguste et moi nous séparons. Cela me prit complètement au dépourvu. Comment ça ? Après que tu as tout découvert, quelque chose a changé entre nous. Les mensonges, le poids de ce que nous avons fait. Auguste ne peut pas me regarder sans penser à ce qu'il t'a fait. Et je ne peux pas le regarder sans me souvenir comment j'ai trahi ma meilleure amie. Elle sanglota doucement. Notre relation a été construite sur des mensonges, Geneviève. Il n'y a pas moyen de soutenir ça. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi ressentait une satisfaction amère de voir ce grand amour s'effondrer sous le poids de ses propres mensonges. Une autre partie, qui me surprit, ressentait une pointe de pitié pour cette femme que j'avais un jour appelée amie. « Je n'attends pas ton pardon, » continua Héloïse. « Je sais que c'est trop demandé. Je veux juste que Sylvie souffre le moins possible des erreurs que nous, adultes, avons commises. » Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Sylvie est entrée en courant, portant un cahier neuf. Quand elle a vu Héloïse, elle s'est arrêtée net, ses yeux écarquillés de surprise. « Maman piano ?» demanda-t-elle confuse, regardant d'elle à moi. Le temps sembla se figer à cet instant. J'ai vu le visage de ma fille, parce qu'elle était ma fille, peu importe ce que disaient les liens du sang, cherchant des réponses qu'aucun adulte dans cette pièce n'était vraiment prêt à donner. Le regard de Sylvie, partagé entre Héloïse et moi, contenait plus de questions que n'importe quel enfant de 7 ans ne devrait avoir à poser. Ma cousine Léonie, qui entra juste derrière elle, perçut immédiatement la tension dans l'atmosphère et, avec une excuse murmurée, emmena Sylvie dans la chambre avec la promesse de l'aider à ranger ses nouvelles fournitures scolaires. Quand nous fûmes à nouveau seuls, Héloïse semblait encore plus abattue. « Elle est confuse »,
murmura-t-elle. C'est exactement ce que je veux éviter. Je me suis assise, soudain épuisée. Les derniers jours avaient drainé mes forces d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Que proposes-tu exactement, Héloïse ? Je veux signer un document renonçant à la maternité légale, dit-elle, les mots sortant avec difficulté. Te reconnaissant comme la vraie mère de Sylvie, je n'ai pas pu cacher ma surprise. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité, répondit-elle simplement. Tu es sa mère dans tous les sens qui comptent vraiment. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de fausseté, un piège caché, mais tout ce que j'ai vu était la défaite et peut-être un aperçu tardif de décence. Et Auguste ? Elle détourna le regard. Il ne sait pas que je suis ici. Il sera probablement furieux quand il l'apprendra, mais je suis fatiguée des mensonges et des jeux, Geneviève. 7 ans, ça suffit. Dans les jours qui suivirent, nous avons travaillé avec les avocats pour formaliser un accord. Ce fut étonnamment plus facile que je ne m'y attendais, principalement parce qu'Héloïse tint parole et signa une déclaration reconnaissant qu'elle avait confié sa fille biologique à mes soins permanents depuis la naissance. Auguste, comme prévu, fut furieux. Non pas à propos de la garde partagée, il savait que c'était le meilleur arrangement possible vu les circonstances, mais à propos de l'éloignement d'Héloïse. Apparemment, il avait imaginé qu'après le scandale initial, il pourrait enfin vivre ouvertement comme une famille. Sa décision de s'éloigner complètement le prit par surprise. « Elle quitte la ville », m'informa-t-il un après-midi où il venait chercher Sylvie pour le week-end. « Elle a trouvé un emploi à Paris. Elle dit qu'elle a besoin d'un nouveau départ. » Je n'ai pas répondu. Une partie de moi ressentait une satisfaction amère, une autre comprenait parfaitement le besoin de repartir de zéro. N'était-ce pas exactement ce que je faisais aussi ? Le juge finalisa notre divorce en un temps record pour l'époque, 6 mois. Le fait qu'Auguste ne conteste pas et que nous ayons un accord préétabli sur la garde de Sylvie aida beaucoup. Dans les documents officiels, je conservais mon statut de mère adoptive légale de Sylvie, avec plein droits parentaux, tandis qu'Auguste restait comme père biologique avec des droits de visite réguliers. Avant que le divorce ne soit finalisé, j'ai dû affronter un autre défi, trouver un moyen de subsistance. Dans les années 1960, une femme divorcée avec une fille à élever n'avait pas beaucoup d'options. Heureusement, j'avais toujours eu un talent pour la couture et la broderie, des compétences que ma grand-mère avait tenu à ce que je développe depuis mon enfance. Une femme doit savoir gagner son propre argent, disait-elle, à contre-courant de toutes les conventions de l'époque. Même si elle n'a jamais besoin d'utiliser ce savoir-faire. Avec mes économies, j'ai acheté une machine à coudre industrielle d'occasion et j'ai installé un petit atelier dans la chambre du fond de la maison que j'avais louée. J'ai commencé par accepter de petites réparations et retouches, mais bientôt ma réputation de couturière habile se répandit et je me mis à recevoir des commandes pour des robes de soirée et même des robes de mariée. Le travail était épuisant, cousant souvent jusqu'à tard dans la nuit pour respecter les délais, mais il y avait une satisfaction profonde à savoir que je construisais mon propre chemin, sans dépendre d'Auguste ni de personne d'autre. Quant à Sylvie, l'adaptation fut graduelle et pas toujours facile. Les premières semaines, elle demandait souvent des nouvelles de maman piano et pourquoi elle ne pouvait plus se voir. J'ai essayé d'expliquer de la façon la plus honnête possible, sans diaboliser Héloïse ni Auguste. Parfois, mon amour, les adultes commettent des erreurs qui blessent les uns les autres, disais-je. Maman piano, Héloïse, a besoin d'un temps loin pour réfléchir à ses erreurs. Mais elle t'aime, et un jour, quand tu seras plus grande, tu pourras mieux comprendre tout cela. Peu à peu, les questions diminuèrent et notre nouvelle routine s'installa. Sylvie allait à l'école le matin, pendant que je travaillais à l'atelier. Après le déjeuner, je l'aidais avec ses devoirs avant de retourner à mes coutures, pendant qu'elle jouait ou lisait. Les week-ends, elle était avec Auguste, qui avait loué un petit appartement au centre-ville. Ce fut une période d'adaptation pour tous. J'apprenais à être une femme indépendante après presque 20 ans, à n'être que l'épouse d'Auguste. Sylvie apprenait à vivre dans 2 maisons, avec des parents séparés, quelque chose d'inhabituel et stigmatisé à l'époque. Et Auguste apprenait à vivre avec les conséquences de ses choix. Environ 1 an après notre séparation, j'ai reçu une lettre d'Héloïse. Elle vivait à Paris, travaillait comme secrétaire dans une société d'import-export.
Elle demandait des nouvelles de Sylvie, comment elle s'adaptait, si elle parlait encore d'elle. À la fin, il y avait une demande. Si j'envisagerais de permettre qu'elle et Sylvie maintiennent une forme de contact, peut-être par lettre. Au début, j'ai gardé cette lettre pendant des semaines, indécise sur ce qu'il fallait faire. Une partie de moi voulait protéger Sylvie de plus de confusion. Une autre reconnaissait qu'elle aurait éventuellement des questions sur ses origines biologiques auxquelles seule Héloïse pourrait répondre. Finalement, j'ai décidé de partager la lettre avec Maître Duval, qui était devenu plus qu'un avocat, un véritable ami et conseiller. « Qu'en pensez-vous, Geneviève ?» demanda-t-il après avoir lu. « C'est votre décision, mais j'aimerais savoir ce que votre instinct maternel vous dit. » J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Je pense que Sylvie a le droit de connaître son histoire complète quand elle sera prête. Et que garder Héloïse comme un secret ou un tabou ne fera qu'alimenter la curiosité et peut-être le ressentiment à l'avenir. Il sourit avec cette expression de quelqu'un qui n'attendait pas moins. Sage décision. Mais établissez des limites claires dès le début. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai répondu à la lettre d'Héloïse, établissant des conditions. Le contact serait uniquement par correspondance jusqu'à ce que Sylvie soit plus grande. Les lettres passeraient d'abord par moi. Il n'y aurait pas de mention du passé romantique avec Auguste. Et plus important, Héloïse respecterait mon rôle de mère de Sylvie. À ma surprise, Héloïse accepta toutes les conditions sans discussion. Ainsi commença une correspondance prudente entre elle et Sylvie. Au début, c'étaient des lettres simples, presque impersonnelles, sur le quotidien à Paris, avec quelques questions sur l'école et les amis. Sylvie répondait avec des dessins et des histoires enfantines, apparemment sans accorder beaucoup d'importance à cette communication. 2 ans passèrent à ce rythme. Mon atelier prospéra au point de devoir embaucher 2 assistantes. Je choisis délibérément des femmes séparées ou veuves qui, comme moi, avaient besoin de subvenir à leurs besoins. Nous formâmes un petit cercle de soutien mutuel, très rare à cette époque où les femmes divorcées étaient souvent traitées comme des parias sociales. Sylvie grandissait en bonne santé et heureuse, malgré les circonstances inhabituelles. C'était une petite fille intelligente, curieuse et étonnamment mûre pour son âge. À 9 ans, elle montrait déjà un sens de la justice et une capacité de compréhension qui m'impressionnait. C'est à cet âge qu'elle m'a posé la question que je savais devoir venir un jour, mais pour laquelle je ne me suis jamais sentie complètement préparée. « Maman », dit-elle un soir, alors que je tressais ses cheveux avant de dormir. « Héloïse est ma vraie mère, n'est-ce pas? Celle qui m'a eu dans son ventre. » Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai gardé les mains fermes, continuant la tresse. « Oui, ma chérie, Héloïse est ta mère biologique. Alors pourquoi elle m'a donné à toi pour m'élever ?» La question resta suspendue dans l'air un moment. J'ai inspiré profondément, cherchant les mots justes. Parce que parfois, mon amour, les gens ne sont pas prêts à être parents quand les bébés arrivent. Héloïse était très jeune, elle était seule, et elle a cru que tu aurais une meilleure vie avec moi et avec ton père. J'ai évité d'entrer dans les détails sur la relation entre Auguste et Héloïse. Cette partie de l'histoire pouvait attendre. Elle ne voulait pas de moi ? La voix de Sylvie trembla légèrement. « Oh non, ma chérie, ce n'est pas ça. » J'ai terminé la tresse et l'ai tournée pour qu'elle me fasse face. Elle te voulait tellement qu'elle a choisi ce qu'elle croyait être le mieux pour toi, même si ça signifiait rester loin. C'était un acte d'amour, même s'il est difficile à comprendre. Sylvie absorba cela en silence, son petit visage sérieux en pleine concentration. « Alors j'ai 2 mamans? Toi et Héloïse? D'une certaine façon? » Oui, j'ai replacé une mèche échappée de ses cheveux. Héloïse t'a mise au monde et j'ai eu l'honneur de t'élever et de t'aimer tous les jours depuis. Et tu n'es pas fâché que je lui écrive ? J'ai souri, touché par sa préoccupation. Non, mon amour. Je ne serai jamais fâchée que tu veuilles connaître ton histoire. Ça fait partie de qui tu es. Elle m'a serré fort alors, comme pour me rassurer que cette conversation ne changeait rien entre nous. Et effectivement, elle n'a rien changé. Avec le temps, la relation entre Sylvie et Héloïse évolua naturellement. Quand Sylvie eut 12 ans, j'ai accepté qu'elle puisse se rencontrer en personne pendant les vacances scolaires. Héloïse vint dans notre ville et elles passèrent un après-midi ensemble au parc, pendant que j'attendais nerveusement à la maison. Quand Sylvie revint,
Ses yeux brillaient d'émotion. « Elle a la même faussette que moi quand elle sourit, maman. Et elle aime les mêmes livres. » J'ai avalé le nœud dans ma gorge et j'ai souri. Il y avait une partie de moi qui craignait que cette rencontre ne change tout, que Sylvie se sente d'une certaine façon plus connectée à sa mère biologique. Mais cette peur s'est révélée infondée. Notre lien était trop fort pour être ébranlé. Quant à Auguste, notre relation évolua vers une cordialité distante. Il ne s'est jamais remarié, se consacrant au travail et, justice lui soit rendue, étant un père présent dans les moments permis. Peu à peu, le ressentiment que j'avais ressenti céda la place à une sorte de pitié. Il avait tant perdu à cause de ses propres choix. Un après-midi, environ 5 ans après notre divorce, Auguste vint chercher Sylvie pour le week-end et me surprit avec une demande. « Pouvons-nous parler un moment, Geneviève ?» Il semblait nerveux, ce qui était rare pour l'homme confiant que j'avais connu. J'ai accepté, l'invitant à entrer pendant que Sylvie terminait de préparer sa petite valise. « Je veux m'excuser, » dit-il, les mots sortant avec difficulté. « Pour tout, pour ce que je t'ai fait, pour les mensonges, pour avoir gâché tant d'années de notre vie avec des tromperies. » Je suis resté en silence, observant l'homme que j'avais un jour tant aimé, maintenant vieilli prématurément, avec des rides profondes qui n'existaient pas 5 ans auparavant. « Je n'attends pas ton pardon, » continua-t-il face à mon silence. « Je voulais juste que tu saches que je reconnais combien j'ai eu tort et combien j'admire la femme forte que tu es devenue après tout ça. » J'aurais pu répondre avec amertume, lui rappelant toute la souffrance qu'il avait causée. Mais j'ai réalisé que cela n'apporterait pas la paix à mon cœur. « Merci de dire ça, Auguste, » ai-je simplement répondu. « J'espère que tu as appris quelque chose de tout cela. » Il a acquiescé, et j'ai vu dans ses yeux que ma réponse retenue l'avait surpris. Peut-être s'attendait-il à des reproches, peut-être même à un aperçu de possibilités de réconciliation. Mais j'avais avancé, construit une vie sans lui, et c'était peut-être la plus grande preuve que ses actions avaient détruit pour toujours ce que nous avions. Cette nuit-là, après le départ de Sylvie et Auguste, je me suis assise sur la terrasse avec une tasse de thé, observant le ciel étoilé. J'ai pensé à tous les revirements que ma vie avait pris, le mariage que je croyais parfait, la trahison dévastatrice, la bataille pour ma fille et finalement la paix que j'avais trouvée dans l'indépendance. La jeune Geneviève, qui s'était mariée à 20 ans, convaincue que sa vie serait définie par son mari, ne reconnaîtrait jamais la femme de 40 ans et quelque qui maintenant dirigeait sa propre entreprise, élevait sa fille seule et avait appris à trouver la force dans sa propre compagnie. Les cours de piano qui n'avaient jamais existé avaient fini par m'enseigner la mélodie la plus importante de toutes, celle de ma propre voix, enfin libre de se faire entendre. Les années passèrent comme les pages d'un livre tourné par le vent, parfois lentement, permettant de savourer chaque moment, parfois rapidement, emportant des instants précieux avant qu'ils ne puissent être pleinement appréciés. Sylvie grandit, se transformant d'une fillette confuse en une adolescente assurée et finalement en une femme extraordinaire. Quand elle eut 15 ans, en 1972, Sylvie me surprit avec une déclaration inattendue pendant le petit déjeuner. « Maman, je veux devenir avocate », dit-elle avec cette détermination que je connaissais si bien. Un héritage peut-être de ma propre obstination. « Avocate », ai-je répété, cachant mon étonnement. À cette époque, peu de femmes suivirent des carrières traditionnellement masculines, surtout dans notre ville conservatrice. « Oui », confirma-t-elle, ses yeux brillants. « Comme Maître Duval, je veux aider les gens perdus dans les labyrinthes de la loi. Des gens comme toi l'a été un jour. » À ce moment-là, j'ai réalisé que mon histoire, notre histoire, avait façonné Sylvie bien plus profondément que je ne l'imaginais. Elle n'avait pas seulement survécu aux complexités de notre situation familiale. Elle en avait tiré un but. « Ce sera un chemin difficile », ai-je averti, non pour la décourager, mais pour la préparer. Il y a peu de femmes dans les facultés de droit, et encore moins dans les cabinets. Elle sourit de cette façon qui me rappelait tant la petite fille de 7 ans qui avait un jour découvert qu'elle avait 2 mamans. « Tu as affronté bien pire, n'est-ce pas? Et pourtant, tu as gagné. » Je ne pouvais pas argumenter contre cela. Au lieu de cela, je me suis promis de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'elle réalise son rêve. Dans les années qui suivirent, je me suis consacré encore plus à mon atelier de couture
économisant chaque centime possible pour l'éducation de Sylvie. Ma petite entreprise avait considérablement grandi. J'avais maintenant 5 employés et une clientèle fidèle qui incluait les femmes les plus influentes de la ville et des environs. Ironiquement, même les épouses d'hommes qui me regardaient autrefois avec mépris parce que j'étais divorcée se disputaient maintenant mes robes exclusives. Héloïse resta à Paris, mais sa relation avec Sylvie évolua vers quelque chose de significatif, bien que différent du lien que nous avions. Elles se voyaient 2 ou 3 fois par an, échangeaient régulièrement des lettres et développèrent une amitié propre. Pas exactement une relation mère-fille traditionnelle, mais une connexion authentique basée sur le respect mutuel et la curiosité pour leur ressemblance. Quant à Auguste, il tint parole d'être un père présent dans les moments désignés, mais n'essaya jamais d'interférer dans l'éducation que je donnais à notre fille. J'ai remarqué, avec les années, qu'il portait un fardeau de culpabilité qu'il n'avait jamais réussi à complètement abandonner. En 1975, quand Sylvie avait 18 ans, il subit le premier d'une série de problèmes cardiaques qui finiraient par limiter sa vie. C'est cette même année que Sylvie fut acceptée à la faculté de droit de Paris, une des rares femmes de sa promotion. La décision de la laisser partir fut simultanément la plus difficile et la plus naturelle que j'ai jamais prise. Difficile, parce que cela signifiait me séparer quotidiennement de celle qui avait été le centre de ma vie pendant tant d'années. Naturelle parce que je savais qu'elle devait suivre son propre chemin, exactement comme je l'avais fait. « Ne t'inquiète pas tant, maman, » me dit-elle à la gare, tandis que j'ajustais pour la 1000e fois le col de son manteau que j'avais cousu moi-même. « Tante Héloïse sera près de moi si j'ai besoin de quelque chose. » C'était vrai. Héloïse s'était proposé d'aider Sylvie à s'installer à Paris et elles avaient convenu de déjeuners hebdomadaires. Cette situation qui, des années auparavant, m'aurait rendue insécure ou rancunière, me procurait maintenant une étrange paix. Les blessures du passé n'avaient pas complètement disparu, mais elles avaient suffisamment cicatrisé pour permettre de nouveaux arrangements, de nouvelles possibilités. Les années 1970 apportèrent des changements non seulement pour notre famille, mais pour toutes les femmes. Le mouvement féministe commençait à prendre de l'ampleur en France. À 50 ans, je me retrouvais à participer à des cercles de lecture où nous discutions de Simone de Beauvoir et de Betty Friedan. C'était comme si, soudain, des milliers de femmes découvraient ce que j'avais appris de la manière la plus douloureuse, que nous étions capables de bien plus qu'on ne nous avait permis de croire. En 1978, j'ai reçu un appel téléphonique qui allait de nouveau changer le cours de ma vie. C'était Sylvie, maintenant en avant-dernière année de faculté. « Maman, je pense me spécialiser en droit de la famille », annonça-t-elle, sa voix débordant d'enthousiasme. Spécifiquement dans les cas impliquant la garde d'enfants et les droits maternels. Je ne fus pas surprise. D'une certaine façon, j'avais toujours su que notre histoire personnelle influencerait sa carrière. « Et il y a autre chose », continua-t-elle. « J'écris un article sur les failles du système juridique à reconnaître les liens maternels non biologiques. Est-ce que je peux utiliser notre cas comme exemple ? Sans nom, bien sûr. » J'ai senti un nœud dans ma gorge. « Tu es sûre, ma chérie ? C'est une histoire compliquée. »« C'est justement pour ça qu'elle doit être racontée, » répondit-elle avec conviction. « Combien de femmes traversent ce que tu as traversé sans un maître Duval pour les aider ? Combien d'enfants sont séparés des mères qui les ont élevés à cause de technicité légale ? Comment refuser une telle demande ? Notre douleur passée pourrait peut-être soulager la souffrance d'autres. » L'article de Sylvie finit par être publié dans une revue juridique respectée, causant un débat considérable parmi les professionnels du domaine. Ce fut le premier de beaucoup d'autres. En terminant ses études, elle refusa des offres de grands cabinets pour travailler dans une organisation non gouvernementale dédiée aux droits des femmes et des enfants. Un concept encore révolutionnaire dans la France de la fin des années 70. Pendant ce temps, mon atelier continuait à prospérer, mais je commençais à sentir le poids des années de travail intense. Mes mains, qui avaient cousu tant de robes, commençaient à montrer les premiers signes d'arthrite. Il était temps de penser à ralentir, peut-être même à une succession. C'est alors que Carmen, mon assistante la plus ancienne, suggéra quelque chose d'inattendu. « Pourquoi ne transformerions-nous pas l'atelier en école de couture, Madame Geneviève ?
Vous pourriez enseigner au lieu de coudre toute la journée. » L'idée me captiva immédiatement. Une école non seulement me permettrait de continuer à travailler à un rythme plus doux pour mon corps vieillissant, mais aussi de transmettre le savoir qui m'avait sauvé dans mes moments les plus désespérés. En 1980, à 55 ans, j'ai inauguré l'école de couture et broderie Geneviève, avec un objectif très spécifique: enseigner un métier à des femmes en situation vulnérable, divorcées, veuves, mères célibataires, pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins avec dignité. C'était ma petite contribution pour un monde qui commençait lentement à reconnaître la valeur du travail féminin. Cette même année, Auguste subit une crise cardiaque plus grave qui le laissa partiellement invalide. Sylvie, toujours loyale, se partagea entre Paris et notre ville pour aider à prendre soin de son père. Ce fut lors d'une de ses visites qu'elle me surprit avec une demande inhabituelle. « Maman, ça te dérangerait si papa venait habiter plus près de nous ? Le médecin a dit qu'il ne devrait pas rester seul et l'appartement à côté du tien est alloué. » J'avoue que ma première réaction fut le refus. Après tant d'années à construire une vie indépendante, avoir Auguste comme voisin semblait un retour en arrière. Mais en voyant l'inquiétude sincère sur le visage de Sylvie, j'ai réalisé que je devais surmonter mes derniers ressentiments. « Il peut venir », ai-je finalement répondu. « Mais qu'il soit clair que nous serons juste voisins, rien de plus. » Auguste emménagea dans l'appartement à côté du mien 2 semaines plus tard. Notre cohabitation, initialement marquée par une courtoisie distante, évolua graduellement vers quelque chose proche d'une amitié réticente. Je ne l'aimais plus. Ce sentiment était mort depuis longtemps dans le salon de cette maison jaune. Mais je ne le haïssais plus non plus. Ce qui restait était une sorte de compréhension mutuelle, peut-être même de la compassion pour ce que nous avions été l'un pour l'autre et ce que nous étions devenus après. Un dimanche après-midi, alors que nous prenions le thé sur ma terrasse, une habitude que nous avions développée ces derniers mois, Auguste me posa une question que je ne m'attendais jamais à entendre. « M'as-tu un jour pardonné, Geneviève ?» Je l'ai observé un moment. Les cheveux complètement blancs, le corps courbé par la maladie, les yeux encore beaux mais maintenant voilés par les années et les médicaments. L'homme qui avait un jour brisé mon cœur semblait maintenant si fragile. « Pardonner est un mot complexe, Auguste, » ai-je répondu honnêtement. « Je ne porte plus de colère ni de désir de vengeance, si c'est ce que tu veux savoir. J'ai accepté ce qui s'est passé comme faisant partie de mon parcours. Sans tes mensonges, je n'aurais peut-être jamais découvert ma propre force. » Il acquiesça lentement, comme s'il absorbait chaque mot. « Tu as toujours été la meilleure de nous deux, tu sais ? Même quand nous étions jeunes, même quand je pensais te protéger avec mes mensonges. Au fond, je savais que ton intégrité était plus grande que la mienne. Je n'ai ni confirmé, ni nié. J'ai simplement laissé cette reconnaissance tardive flotter entre nous comme une vérité enfin prononcée. Auguste est décédé en 1982, dans son sommeil, sans douleur ni souffrance prolongée. Sylvie et moi étions à ses côtés dans ces derniers jours, ainsi que, de façon surprenante, Héloïse, qui était venue de Paris quand elle avait appris la gravité de son état. Les 3 adultes qui avaient un jour créé une toile si complexe de mensonges et de secrets se retrouvaient-ils maintenant unis pour le bien de la personne qui comptait le plus, Sylvie. À l'enterrement, j'ai observé ma fille, maintenant une avocate respectée de 25 ans, recevoir les condoléances avec une dignité qui me remplit de fierté. Elle avait grandi en comprenant les complexités du cœur humain, les nuances des relations, les conséquences des choix. C'était peut-être la leçon la plus précieuse que notre histoire familiale inhabituelle pouvait offrir. Après la cérémonie, Héloïse s'est approchée de moi timidement. Les années avaient été douces avec elle. Quelques rides autour des yeux, des fils argentés dans ses cheveux sombres, mais toujours belle comme dans sa jeunesse. « Merci de m'avoir permis d'être là, » dit-elle. « Je sais que tu n'y étais pas obligé, après tout ça. » « Je ne l'ai pas fait pour toi, ni pour Auguste, » ai-je répondu sincèrement. « Je l'ai fait pour Sylvie. Elle méritait d'avoir tous ceux qu'elle aime réunis, même dans un moment triste comme celui-ci. » Héloïse acquiesça, compréhensive. « Tu as été la meilleure mère qu'elle pouvait avoir, Geneviève, bien meilleure que je n'aurais jamais été. » « Il ne s'agit pas de comparaison, » ai-je répondu,
me surprenant moi-même par l'absence d'amertume dans mes mots. Chacune a eu son rôle dans sa vie. Et malgré tout, je pense que nous ne nous en sommes pas si mal tirés. Dans les années qui suivirent, j'ai vu mon école de couture s'épanouir, formant des dizaines de femmes qui, comme moi autrefois, avaient besoin d'un chemin vers l'indépendance. Beaucoup ouvrirent leurs propres affaires, d'autres trouvèrent des emplois bien rémunérés dans l'industrie textile. Certaines allèrent même jusqu'au design de mode. Sylvie continua sa brillante carrière d'avocate, se spécialisant de plus en plus dans les affaires impliquant des familles non conventionnelles. En 1985, à 28 ans, elle rencontra Pierre, un médecin dévoué à la santé publique. 2 ans plus tard, ils me donnèrent de la joie de devenir grand-mère de jumeaux, Michel et Claire. Quand Sylvie mit ses petits paquets dans mes bras à l'hôpital, j'ai ressenti une émotion que seule une mère pouvait comprendre. Le cycle de la vie qui continue, malgré tous les obstacles, toutes les douleurs, tous les mensonges du passé. « Ils sont parfaits », ai-je murmuré, émerveillé par les minuscules petits doigts, les visages fripés, l'odeur incomparable de bébé. Ils auront beaucoup de grand-mère pour les gâter. Sylvie sourit. Toi, grand-mère Héloïse et grand-mère Hélène du côté de Pierre. Et tous sauront exactement qui est qui depuis le début, ai-je complété, ressentant une paix profonde, en réalisant que ma fille avait transformé notre expérience douloureuse en une approche d'honnêteté complète avec la génération suivante. Aujourd'hui, à 78 ans, je regarde en arrière et je vois le tableau complet de ma vie, les joies, les douleurs, les défis, les conquêtes. Ces faux cours de piano, qui avaient failli détruire tout ce que j'aimais, ont fini par être le catalyseur d'un voyage de découverte de soi et de force que je n'aurais jamais imaginé possible pour une femme de ma génération. Mes petits-enfants, maintenant de jeunes adultes de 18 ans, connaissent toute l'histoire de notre famille. Michel étudie la médecine, suivant les traces de son père. Claire, à ma surprise et mon ravissement, a décidé de faire des études de droit comme sa mère, avec des projets de se spécialiser dans les droits des femmes et des enfants. « Grand-mère », m'a dit Claire récemment, alors qu'elle m'aidait à ranger des coupons de tissu dans mon atelier. Maintenant, juste un hobby, puisque j'ai officiellement pris ma retraite il y a 5 ans. « Tu savais que ton cas est étudié dans les cours de droit de la famille ?» La professeure a mentionné un précédent des années 60 sur une mère non biologique qui a obtenu la garde partagée à une époque où c'était presque impossible. J'ai souri, ressentant un mélange de fierté et de nostalgie. La vie est drôle, ma chérie. Parfois, nos plus grandes douleurs se transforment en leçons pour d'autres. Héloïse est toujours dans nos vies. Maintenant, une dame de 76 ans qui rend visite régulièrement pour voir les petits-enfants. Notre relation a évolué vers quelque chose qu'aucune de nous n'aurait pu prévoir. Pas exactement de l'amitié, mais un profond respect mutuel, basé sur la compréhension que toutes deux, à notre façon, nous avons aimé la même jeune femme extraordinaire. Les cours de piano qui n'ont jamais existé ont fini par nous enseigner la mélodie la plus importante de toutes, que la famille ne se définit pas seulement par le sang, mais par les choix que nous faisons chaque jour. Que la maternité n'est pas seulement dans le fait d'engendrer, mais principalement dans celui d'élever, d'aimer, de protéger, que les erreurs les plus douloureuses peuvent, avec le temps et la sagesse, se transformer en pont vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres. Et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle au début, libère toujours, toujours. Alors, mes chers amis qui me regardez, si vous retirez une leçon de l'histoire de cette vieille dame, que ce soit celle-ci, il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour découvrir votre propre force, pour transformer la douleur en but. Il n'est jamais trop tard pour apprendre la mélodie de votre propre vie, même quand les cours de piano qu'on vous a promis n'ont jamais vraiment existé. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire de ma vie, n'oubliez pas de laisser votre pouce bleu, de vous abonner à la chaîne Histoire Grand-mère et de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est toujours possible de recommencer. Je suis Mamie Geneviève et à la prochaine histoire.